Donc les objectifs de la filière pour l'ETP vis-à-vis des soignants, c'est d'abord faciliter l'accès aux formations ETP validantes. Donc la formation de base, c'est la formation des 40 heures ETP. Et vous savez que pour concevoir un programme ETP et le dispenser, il est indispensable d'être formé à l'ETP. Le deuxième objectif, c'est aider et motiver les équipes à répondre aux appels à projets ETP de la DGOS. Et le prochain va se faire au printemps. Un autre objectif, c'est faciliter la production de programmes ETP dans l'optique d'une mutualisation intercentre. Donc le programme qui va être conçu devra répondre, autant faire se peut, aux attentes et besoins des centres maladies rares concernés. Et un autre objectif, c'est d'accompagner les équipes à la transformation numérique de l'ETP, notamment avec la maîtrise des plateformes émergentes pour l'IETP. Et je pense que l'idéal serait d'avoir une seule plateforme unique pour toute la filière. Et donc la filière va prospecter auprès de prestataires de plateformes très bientôt. Et puis pour les patients et les aidants, les objectifs filières, c'est d'améliorer la compréhension du principe des maladies et des traitements, aider les familles à transmettre des informations médicales, favoriser l'adhésion des patients aux consignes de soins et favoriser l'acquisition progressive de compétences de soins et d'auto-soins. Faire attention quand même, donc la filière va veiller à l'attractivité des supports et notamment pour les enfants. Vous savez que pour les enfants, pour qu'ils puissent adhérer quand même aux outils et aux séances, il faut que ce soit beau. Introduire de la gamification dans les outils, c'est-à-dire utiliser le jeu en fait dans des messages sérieux. Donc introduire un peu une notion de jeu ludique. Intégrer des outils digitaux, et là je pense aux pré-ados, ados et jeunes adolescents, mais de façon raisonnée. Donc faire attention au module d'e-learning en ETP, et on ne va pas mettre des modules d'e-learning en ETP initial, on va réserver ça au module d'ETP de consolidation. Donc il va falloir faire attention quand même à ce qu'on fait avec le numérique. Et l'objectif final de tout ça, c'est quand même d'optimiser la qualité de vie du patient et des aidants. Donc faciliter la production de programmes ETP. Alors, la filière a répondu au premier appel ETP émis par la DGOS en vue de la production de programmes ETP livrables pour, normalement, avril 2021. Un rappel sur cette AAP, donc le financement se fait sur preuve d'avancement des projets. Il n'y a pas de financement pour du personnel, c'est un financement pour des formations validantes ETP, aussi bien pour les professionnels de santé que pour les aidants et les patients en ressources ou dits experts. Et puis un financement pour la production d'outils ETP, que ce soit de la création de nouveaux outils ou la réactualisation d'outils existants, avec un focus sur le digital et notamment les modules d'e-learning. Et puis l'appel à projet précisait que c'était une co-construction des programmes avec quasiment impérativement, et le prochain appel à projet ce sera vraiment impératif, avec des représentants d'associations de patients. Alors il y a 4 projets qui ont été retenus, ça on l'a dit ce matin, hein, un projet pour ETP patients sous enzymothérapie de substitution dont le porteur est Anne-Sophie Guéman à Lille, pour les patients atteints de maladies neurométaboliques traités par régime cétogène. Donc ça c'est un projet interfilière avec le porteur Célia Webeck à Marseille pour la filière Finemus et Fanny Mochel à la Pitié-Salpêtrière pour la filière G2M. Un autre projet pour les patients atteints de phénylcétonurie qui est porté par le docteur Guy à Toulouse. Et le dernier projet, c'est pour les patients atteints de leucinose, porté par le docteur Anaïs Brassier à Paris. Et puis en face, je vous ai mis les associations qui ont été déjà contactées pour intégrer la co-construction des programmes ou qui vont être contactées. Les actions qu'il va falloir mener pour 2020, alors le 17 février, on va vous envoyer un questionnaire, un de plus, pour tous les cliniciens et les paramédicaux, un questionnaire très court, hein, qui va demander que 5 minutes pour le remplir.
Et c'est pour le référencement des acteurs formés ou non à l'ETP et le recensement des programmes ETP qui existent sur la filière, que ce soit des programmes qui sont validés ou pas par l'ARS. Et puis pour les porteurs de projets, j'enverrai un email à chacun pour avoir un complément d'information qui a été demandé au dernier copil de la DGOS sur les acteurs qui sont formés ou non à l'ETP de l'équipe conceptrice du programme. Donc là, ce sera juste un complément d'information. Normalement, ce sera très rapide. Le 16 mars, il faudra restituer ces renseignements à la filière. Et puis le 15 juin, il faudra restituer à la filière les référentiels de compétences d'auto-soins et d'adaptation psychosociale pour les parents et pour les enfants, et les attestations d'acceptation ou de refus de participation des associations concernées. Alors ce n'est pas obligatoire pour ce premier appel à projet, mais ça sera obligatoire pour les futurs appels à projet. Mais je pense que c'est bien de le faire dès maintenant. Et en l'absence d'existence d'une association pour la pathologie, il faut une attestation de non-existence à demander à l'Alliance Maladies Rares. Et puis, entre-temps, pour vous aider à la rédaction de ces référentiels, la filière va vous envoyer une proposition, vous a envoyé une proposition d'une planification de projet avec diagramme de Gantt, des grandes étapes de construction du programme, une évaluation du nombre de réunions, une trame des référentiels pour le SINOS. Donc c'est un travail qui a été fait ici, c'est pas mon travail, hein, c'est un travail de groupe avec 15 soignants. Et ce travail va donc être adapté à vos pathologies. On peut aussi vous aider pour, si vous avez besoin de travailler par TC, donc on peut organiser des réunions par TC. On peut aussi vous apporter une aide ponctuelle à la rédaction des référentiels si vous êtes vraiment en difficulté. Et je pense que ce qui est important et ce qui va être facilitant pour vous, c'est de vous faire aider par les UTET et les UTET locales ou des soignants qui sont dédiés à l'ETP dans vos hôpitaux. Et puis il y a un projet avec FIMATO pour mettre en place une formation certifiante qui évoluera en DU de patients experts pour les actions de patients. Il va donc falloir se former, qu'on soit professionnel de santé ou patient, il va falloir se former pour pouvoir travailler ensemble. Donc il y a un côté relationnel qui va être différent du côté soignant-soigné. Et puis début juillet ou avant, si on est en avance, il va falloir poursuivre la co-construction du programme avec les représentants d'associations. Donc là aussi, vous allez avoir une aide de la filière. On vous enverra une trame sur la temporalité de l'éducation ou la formation initiale des parents, inspirée de la méthode de Métaplan. Donc là encore, c'est un travail du groupe ETP Le SINOS auquel participent 15 soignants. Et puis la filière va prospecter pour une plateforme unique d'ETP. On a rendez-vous avec 2 sociétés en février et en avril. Et donc cette plateforme a pour but de faciliter l'organisation et la gestion et la suivi du parcours pédagogique, d'une part pour les soignants, donc ça va être, enfin j'espère que ce sera une aide pour répondre aux évaluations annuelles et quadriennales des ARS, proposer aux patients des modules d'e-learning, faciliter l'aide intercentre pour maîtriser l'outil. C'est vrai qu'on va pouvoir s'aider si on a le même outil. Un centre va pouvoir aider un autre centre s'il est en difficulté. Faciliter la formation des équipes des centres maladies rares. On n'aura qu'une seule formation puisqu'on n'aura qu'un seul outil. Favoriser aussi l'harmonisation des pratiques éducatives. Favoriser une émulation positive des équipes à l'ETP. Et j'espère qu'on pourra obtenir une meilleure visibilité des activités d'ETP pour toute la filière. Et puis si on veut faire des ETP thématiques par visioconférence, ça sera probablement un autre module ou une autre plateforme. Et je vous rappelle donc que ce sera un financement sur preuve, donc conservez bien et consignez bien toute trace de votre travail, les dates de réunion, les comptes rendus, la prospection de prestataires d'accompagnement à l'ETP si vous faites appel à eux, tout ce qui est devis et autres démarches. Améliorer la compréhension du principe des maladies et des traitements, aider les familles à transmettre des informations médicales. Alors, on a fait plusieurs actions en 2019.
D'abord, il y a une brochure qui a été créée, donc le guide de pratique de prise en charge diététique des patients phénylcétonuriques à destination des soignants. Il y a une e-version qui existe sur le site de la SFEM, donc c'est un PDF interactif, vous pouvez cliquer sur les différents onglets, il y a notamment le dernier onglet, l'index, qui vous permet de naviguer dans toute la brochure. Et cette brochure va être bientôt mise en ligne sur le site de la filière G2M. Et puis il y a une version brochée qui est diffusée par un industriel depuis le mois de janvier. Cet industriel nous a aidés au début d'un point de vue logistique et rédactionnel pour cette brochure. Et j'en profite pour remercier tous les auteurs, le groupe de rédaction et puis aussi tous les participants du groupe de relecture. Cette action-là va se compléter par la création d'un dépliant pour les adolescents et les adultes phénylcétonuriques pour leur faire part, les informer des nouvelles recommandations extraites du PNDS-PCU de 2018. Donc cette action a débuté le 3 février. J'ai fait un appel à participation. Il y a 14 diététiciennes des centres de référence, dont secteur adulte, qui ont répondu à cet appel et on espère pouvoir livrer ce document en octobre 2020. En 2019, il y a eu également ces deux actions, donc diffusion de supports informatifs à destination des équipes enseignantes et du périscolaire pour les patients atteints d'une glycogénose hépatique. Donc ces brochures vont être en téléchargement bientôt sur le site de l'association des francophones des glycogénoses. J'ai regardé la semaine dernière, il n'y avait rien. Ça sera prochainement sur le site de la filière G2M et des exemplaires papier vont être envoyés par la filière sur les demandes des diététiciens qui a été faite à la réunion des diététiciens de la SFEM cet hiver. Et ces brochures peuvent servir évidemment de complément des PAI, que ce soit sous forme numérique ou sous forme papier. Et puis le deuxième dépliant qui a été créé, il est à destination également des équipes enseignantes et il concerne les patients sous régime hypoprotidique pour tous les régimes qui nécessitent ce type pour toutes les pathologies qui nécessitent ce type de régime. Et également, cette brochure sera en téléchargement sur le site du G2M. Et puis on va continuer cette action en fait et on va créer carrément une collection de dépliants scolarité entre guillemets et on va décliner comme ça tous ces dépliants pour les principales pathologies à régime, que ce soit à régime hypoprotidique ou autre régime. Et les prochains dépliants vont concerner la galactosémie et les déficits du cycle de durée. Là aussi, j'avais demandé aux diététiciennes à la réunion de cet hiver à la SFEM de se déclarer. L'action 2020 qui va débuter, c'est une activité culinaire interactive dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. Et en fait, c'est le G2M Cook. L'idée, c'est de proposer 2 menus festifs par an. Et en 2020, ces menus vont concerner les fêtes de Pâques et de Noël. Il y aura la création de fiches recettes avec la photo de la recette. Ces fiches seront à disposition sur le site G2M. Et on a aussi comme projet de filmer ces recettes, donc de faire des vidéos. Mais là, c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, donc il faut encore qu'on travaille dessus. Et l'idée aussi, c'est d'avoir une interactivité avec les patients, donc que les patients nous proposent leurs propres recettes festives. Et pour ça, on a créé un petit dépliant que je vais envoyer aux diététiciennes et diététiciens et qu'elles pourront remettre aux patients. Et puis on a fait des petites cartes promotionnelles pour réactiver, un peu dynamiser le livre le guide culinaire de recettes hypoprotidiques. Moi je m'aperçois
En 2016, quand on est allé faire une intervention à l'association Tous Ensemble contre la tyrosinémie, en fait, les parents n'étaient pas du tout au courant de l'existence de ce livre. Et je pense que c'est quand même dommage pour les patients, hein, tout simplement. Donc, on a fait ces petites cartes. Vous avez un modèle de recette avec l'analyse nutritionnelle complète pour couvrir toutes les pathologies à régime hypoprédique. Et puis vous avez ici tout le mode d'emploi en fait pour se procurer le guide. Donc il y a différentes façons. Et puis au verso, il y a les modalités du G2M Cook. Accompagner les équipes à la transformation numérique de l'ETP. Alors c'est pas la peine de chercher trop loin, hein. On va d'abord commencer par faire une refonte partielle ou peut-être totale du site internet G2M. En tout cas, on va créer une section ou un onglet, je ne sais pas trop comment ça va se faire, une section ETP qui va permettre de centraliser les outils, donc de proposer une boîte à outils pour les soignants et pour les patients, donc quelque chose qui soit pratique pour les soignants au quotidien, et d'apporter aussi comme ça de l'interactivité filière patient en retrouvant notamment l'activité du G2M Cook. Et on va probablement recréer un accès réservé aux soignants pour partager entre soignants des outils et des documents. Donc là aussi, on va se rapprocher d'une société de développement de sites internet et c'est prévu pour la mi-février. C'est fini.